Bonjour Franck Ndegla, conversation entre deux portes. Aujourd'hui nous sommes avec Franck Ndegla, designer, docteur en architecture, scénographe et professeur. Nous allons parler des espaces publics en Afrique. Alors comment un designer décide-t-il de parler, de travailler sur les espaces publics en Afrique? C'est une réflexion qui est arrivée progressivement, notamment lors de discussions avec des amis qui étaient designers, architectes, sociologues, anthropologues. Et on se posait toujours la question, mais comment se fait-il que les espaces publics construits par les pouvoirs publics, par les autorités, fonctionnent aussi mal, alors que les espaces appropriés par les habitants, qu'ils soient publics ou privés, deviennent des espaces publics qui fonctionnent malgré un certain dysfonctionnement. Mais comment se fait-il qu'ils aient une réelle capacité à accueillir des usages quotidiens et finalement à constituer des centralités dans la vie de tous les jours? Mais comment toi tu analyses en quoi l'espace public en Afrique, est-ce que c'est une globalité ou il y a une spécificité selon les endroits? Comment on peut le qualifier? Soit par ses usages, mais par... comment tu vois les choses, toi? Parce qu'au départ, j'appelais espace public des espaces d'usage public. Et après, en me penchant dessus, j'ai vu qu'effectivement, c'était des espaces d'usage public, mais qui avaient des statuts différents, qui pouvaient être des espaces privés, des espaces publics appropriés, et qui avaient un usage à la fois privé et public selon les moments de la journée. Ça pouvait être des vrais espaces publics au sens d'espaces... on va dire, géré par une municipalité ou par l'État, en tout cas en termes de statut juridique. Mais finalement, les usages ne regardent pas le statut des espaces, ils regardent leur potentiel et s'ils sont adaptés ou pas à telle ou telle activité. Et finalement, avec ses amis, en poursuivant la discussion, on s'est dit, mais au lieu de se plaindre des espaces dits publics réalisés par les pouvoirs publics, parce qu'ils sont mal, on les trouve mal conçus, parce qu'ils sont souvent déserts ou très mal utilisés. Le mieux, c'est de mener des expériences et de montrer qu'on peut aussi imaginer d'autres types d'aménagement de ces espaces. Alors, quand on dit espace public, mais moi, je préfère qu'on nomme les choses. Qu'est-ce que c'est? C'est un trottoir? C'est un jardin? C'est un square? Que fait-on dans ces espaces? Voilà, en fait, ça peut être des trottoirs. Ça peut être aussi des espaces situés sur la voirie. Par exemple, sur certaines voies où il y a peu de circulation, finalement, il y a toute une surface qu'on peut s'approprier en sécurité. Et finalement, la circulation diminue du fait de l'usage piétonnier ou le fait que certaines personnes s'installent. Et finalement, on a donc des espaces liés en général à la voirie, donc à des opportunités d'échanges, notamment économiques ou sociaux entre différents groupes. On peut avoir aussi des terrains ouverts, par exemple, qui seront bientôt bâtis, mais qui ne le sont pas encore. Ça peut être des espaces sportifs, des terrains de foot, ou des terrains qui servent parfois pour le foot, et à d'autres moments peuvent servir pour accueillir des tentes de mariage ou autre chose. Ça peut être aussi des espaces privés, par exemple, devant des concessions, donc des cours d'habitat collectifs. Les alentours peuvent être privatifs, mais accueillir des usages publics. Ça peut être aussi des lieux de culte. Par exemple, à Porto Novo, les places Vaudou sont situées en partie sur le domaine public et en partie sur le domaine privé. Et ce sont des lieux de culte, mais qui, dans la journée, peuvent accueillir des activités, de la petite restauration, de la vente de fruits et légumes. Donc finalement, il y a plein d'espaces qui ont finalement des histoires différentes. Oui, pluralité d'usage. Il y a une pluralité d'usage et pluralité d'appartenance, de gestion aussi, pluralité de rythme tout au long de la journée. Donc finalement, ce sont tous ces espaces qui sont en dehors de l'habitat ou du logement, qui se situent finalement entre la voirie, entre les flux de circulation et l'habitat. Comment on s'en sort donc dans tout ça, le citoyen de tous les jours et tout ça, est-ce que c'est codifié? Comment on sait que ici, maintenant, en franchissant ce seuil, on est dans un espace, on est dans le domaine privé? Est-ce que ce sont les usages, si c'est festif, alors là, c'est ouvert à tout le monde, et à un moment donné, quand il n'y a pas la fête, chacun retrouve un peu ses limites. Oui, tout à fait. Par exemple, si je reprends l'exemple des places Vaudou de Porto Novo, on va dire tout le monde, en tout cas les habitants, savent que ce sont des places
qui accueille des activités liées au vaudou, au culte vaudou. Oui. À certaines périodes de la journée ou à certaines périodes de l'année, on sait que des activités se déroulent. Mais on sait aussi que, par exemple, dans la journée, on peut trouver de la restauration. Cette restauration, il y a certains moments du jour et certains moments de l'année où elle n'est pas accessible. En tout cas, il y a un usage qui est connu implicitement par les habitants. Mais qui n'est pas affiché. Non, qui n'est pas affiché. D'accord. C'est la pratique, finalement, pratique, de la ville qui fait que on peut décoder ces. D'accord. Quand on peut mener tel ou tel type d'activité ou non. Et c'est ce code-là qu'il faut connaître en quelque sorte. Oui, qu'il faut connaître. Donc on le connaît par les usages, par les habitudes que l'on c'est ça, exactement. Alors dans cette activité, si je comprends bien, c'est ça qui t'a amené avec le collectif d'entreprendre donc ce travail plus qualitatif, plus de design que vous avez appelé les lésions urbaines. Oui, c'est ça. Parle-nous un peu de ce projet-là, parce que je trouvais que c'est quand même très très intéressant. Voilà, donc de naviguer comme ça dans plusieurs territoires en Afrique et de dessiner une espèce qualitativement. Une des premières réflexions après qu'on se soit finalement dit qu'il fallait proposer des façons d'aménager les espaces plutôt que se plaindre que les autres espaces étaient mal aménagés. On s'est dit on va essayer de prêcher par l'exemple, mais en travaillant sur plutôt des espaces de surface réduite entre 300 et 2000 mètres carrés. On s'est demandé est-ce qu'il faut travailler par exemple sur une sorte de catalogue de mobilier qui pourrait être disponible auprès de différentes collectivités ou mener une autre réflexion. Et puis la question du mobilier nous a paru très restrictive parce qu'on s'est dit si c'est pour diffuser des modèles d'objets dans des territoires différents, c'est pas très intéressant. On s'est dit il vaut mieux travailler sur l'espace et si jamais du mobilier ou d'autres éléments d'aménagement sont conçus, on verra, mais finalement la réflexion c'était de vraiment mener des actions in situ avec des designers locaux, un concepteur on va dire, puisqu'il y avait aussi bien des architectes que des plasticiens, sculpteurs, peintres, etc. Été aidé aussi par des sociologues, des anthropologues qui ont réalisé des enquêtes pour accompagner. Et puis il y a eu tout un diagnostic qui a été mené aussi en amont avec les utilisateurs de la place pour qu'on puisse bien identifier le bon endroit où mener cette action. Donc tu parlais de Porto Novo tout à l'heure. Il y a un exemple qui a eu lieu à Porto Novo. Oui, tout à fait. Et dans quelques mots, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette expérience donc construite en quelque sorte de Porto Novo ou même, je crois qu'il y avait N'Djamena, Casablanca. Porto Novo, c'était la première expérience. Donc elle a été menée en 2012-2013 avec un petit budget qui devait être d'à peu près 40 000 € en tout pour les études, les honoraires des concepteurs, les travaux aussi. On a mené ça en une année globalement. Ça s'est déroulé sur une place vaudou. Un des membres de ce groupe de réflexion qui s'appelle Gérard Bassalet, qui est historien de l'art, sur son mémoire de master sur le rôle des places vaudou de Porto Novo dans l'urbanisation. Voilà. Et quand on a discuté de ce projet de liaisons urbaines, on s'est posé la question du type d'espace. Est-ce qu'il fallait, par exemple, travailler sur des espaces ouverts liés au domaine public ou d'autres types d'espaces? Et Gérard a dit, ça serait intéressant de travailler sur les places vaudou parce que il y a déjà des interlocuteurs qui souhaitent réaménager ou améliorer leur place. Et le fait de trouver déjà des interlocuteurs, c'est très très important. Et donc on a mené des discussions avec eux et rapidement on a consulté différents concepteurs locaux pour travailler sur le projet. Moi, j'ai travaillé vraiment au niveau plutôt de l'organisation, du master plan. Mais volontairement, je n'ai pas voulu m'impliquer dans la conception, parce que l'idée, c'était aussi que des gens qui vivent vraiment dans la ville puissent travailler dessus. Donc, cette implication un peu, disons, une méthode un peu plus participative, disons. C'est ça. Là, ça, c'est le cas de Porto Novo, le vaudou, mais comme le vaudou n'est pas dans tous les pays. En N'Djamena, par exemple, alors l'exemple de N'Djamena, comment ça s'est déroulé? N'Djamena, là, on est déjà au Sahel. Oui, juste avant d'arriver à N'Djamena, je voulais dire que cette expérience s'est poursuivie, puisque Gérard, cet ami, a continué. Il a monté un projet qui s'appelle Éclosions urbaines. Et aujourd'hui, il y a presque une quinzaine de places vaudou
qui ont été réaménagés à Porto Novo. Et qui constituent un circuit de visite. Oui. Donc c'est du patrimoine aussi. Oui, bien sûr. Du patrimoine visible hors des murs. Ça génère aussi des recettes qui permettent l'entretien des places. Donc c'est très intéressant. Il y a aussi des guides qui ont été formés pour ça. Ah, mais ça c'est très bien. Voilà. Ça donne une idée de comment cette question de design, mais modeste en quelque sorte, peut devenir quelque chose qui participe à l'identité de la ville et puis même à la fierté des habitants, créer aussi des sources de revenus, puisque le tourisme Porto Novo est quand même réputé. Voilà. Et puis ça va travailler aussi des artisans et des entreprises locales sur la fabrication. Voilà, il y a toute une chaîne aussi. Impliqués localement sur non seulement la fabrication des objets, du mobilier de l'espace, de l'aménagement. D'accord, ok. On parlait de N'Djamena tout à l'heure, qui est quand même un contexte géographique un peu particulier, peut-être même sociologique. Oui, pour N'Djamena, déjà, quand on a monté le premier projet à Porto Novo, donc il y avait différents partenaires, il y avait l'Institut français, il y avait l'École du patrimoine africain, la Cité de l'architecture et du patrimoine, et en explorant d'autres possibilités d'action, on a eu un contact avec l'Institut français de N'Djamena. Il se trouvait qu'il y avait une place qui avait été construite par l'AFD, l'Agence française de développement, une dizaine d'années plus tôt, qui servait à des activités de distribution de l'eau. Donc il y avait un château d'eau dans le quartier de Chagua où il y a très peu d'eau courante. Enfin, c'est un quartier qui était assez peu équipé à l'époque. Il est beaucoup plus maintenant. Ce fait que des familles venaient acheter de l'eau, venaient se faire servir de l'eau sur des chariots, tout ça, qui parcouraient les quartiers. Et en regardant cette place, on s'est dit c'est vraiment intéressant parce qu'il y a ce château d'eau et tout autour il y a des réparateurs de téléphones, des réparateurs d'objets électroniques, de la petite restauration, des coiffeurs, etc. Donc je vous ai dit déjà il y a tout un tissu d'activités. Ah oui. Après, on a vu qu'il y avait beaucoup de problèmes de matériel. Par exemple, des eaux stagnantes. Oui. Certains accès aussi qui étaient difficiles. Parce que rapidement, le sol devenait de la boue. Oui. Donc ça réduisait en fait la capacité aussi des personnes à se mouvoir dans l'espace. Il y avait aussi des toilettes publiques qui manquaient, mais qui étaient mal orientées. Et donc toute l'odeur avec les vents dominants traverser la place. Donc on a fait tout un diagnostic et on a organisé une consultation. On a fait paraître une annonce dans un des journaux de N'Djamena en faisant un appel à candidats. On a eu un certain nombre de réponses. Il y avait des architectes urbanistes, il y a eu des gens qui travaillent plutôt dans le domaine du théâtre et de la médiation, de l'animation, des plasticiens, etc. Donc on a retenu 2 jeunes architectes urbanistes qui sortent de l'EAMO. On fait un projet qui nous a semblé vraiment intéressant, qui allait vraiment dans le sens de ce qu'on souhaitait développer. Donc il y avait une certaine économie, il y avait une intelligence aussi dans le dimensionnement de l'intervention. Et comme pour Porto Novo, ça a duré à peu près 1 année entre le début, le lancement du projet et l'inauguration. Et donc ces espaces aujourd'hui, est-ce que tu as, toi, une information sur comment vivent ces espaces aujourd'hui, l'entretien, qui aujourd'hui se charge de l'entretien? Comment ça vit aujourd'hui? Par exemple, à Porto Novo, donc, ce sont les collectivités vaudoues qui s'en occupent. Voilà, en grande partie avec l'aide aussi de la municipalité. À N'Djamena, j'ai oublié de préciser que la ville de N'Djamena était un partenaire très important parce qu'ils nous ont vraiment ouvert les portes, ils ont vraiment accompagné le projet. C'était vraiment intéressant de travailler avec eux. Et quelques mois après, ils ont souhaité renouveler l'opération sur une autre place. Oui, moi j'ai pas suivi ça, mais je pense que ça a dû être fait puisque les mêmes concepteurs ont été contactés pour ça. Bon, comme c'est une place aussi qui est très utilisée et qui était quand même bien maintenue par la municipalité, j'imagine que c'est encore le cas aujourd'hui. Oui, voilà. Donc ça crée, disons que ces projets ont créé de l'émulation en quelque sorte. C'est ça. Et par l'exemple, modestement, on comprend qu'on a besoin d'architectes, de designers, de plasticiens pour apporter des corrections dans les usages de la ville. On ne pourrait pas terminer sans parler de Casablanca. On est encore dans une autre géographie, dans une autre mémoire collective. Tout à fait. Casablanca, c'est quand même une ville très très moderne qui a subi beaucoup de transformations depuis les années 30. Oui, à Casablanca, on a travaillé dans le quartier de Sidi Moumen, qui est un quartier périphérique très pauvre, qui a connu des grosses opérations urbanistiques avec la construction d'immeubles collectifs.
sur des zones où c'était plutôt développé des sortes de bidonvilles. Et donc les familles sont passées de modes de vie, on va dire, horizontaux à des modes de vie, on va dire, verticaux ou superposés. Ouais. Il y a eu tout un travail aussi mené par des maîtrises d'ouvrages sociaux pour accompagner les habitants. À Casablanca, on a travaillé donc à nouveau avec l'Institut français là, de Casablanca, mais aussi la Fondation Alliance. C'est une fondation qui a été créée par Alliance, qui est un gros promoteur immobilier marocain, et qui à la fois construisait des bâtiments, mais aussi finançait des activités d'accompagnement à la transformation finalement du mode d'habiter de ces familles. Donc on a travaillé avec un sociologue, par exemple, qui a été recruté par la Fondation Alliance pour accompagner les habitants. Donc il y a eu tout un travail de diagnostic. Dans ce nouveau quartier, parce que c'était un nouveau quartier très minéral, il y avait une sorte de terre-plein qui faisait à peu près 3000 m², construit, qui correspondait finalement à un aménagement de voirie qui permettait de séparer des bâtiments, mais finalement une telle surface n'était pas utilisée parce que elle était exposée au soleil, il y avait quelques arbres mais qui ne donnaient pas beaucoup d'ombre. Et l'idée qu'on a eue en réfléchissant avec aussi des designers plasticiens locaux, c'est d'en faire un jardin de jeux qui a été planté et aussi équipé de différents mobiliers et exactement toboggan, balançoire en tout cas, même jeux d'échecs. En tout cas, il y a eu plein de choses qui ont été faites pour que les parents et les enfants puissent profiter de cet espace. Donc c'est une sorte de jardin de jeu intergénérationnel. Donc là, on est dans une autre situation, c'est un quartier d'extension urbaine. Dans un quartier d'extension urbaine. Voilà. Donc là, mais oui, avec ces trois exemples-là, on vient de balayer différentes possibilités et qualités d'espaces publics en Afrique. On arrive un peu à la fin de notre conversation. Je ne pourrais pas partir sans vraiment te poser la question de savoir, donc maintenant, aujourd'hui, avec cette expérience déjà, est-ce que les liaisons urbaines, ça continue? Vous avez continué avec d'autres villes en Afrique ou pas? Oui. Il y a eu d'autres... Où s'en est, au fait? Oui. En fait, aujourd'hui, l'expérience s'est arrêtée. Après les 3 sites dont on a parlé, il y a eu d'autres expériences. Il y a eu l'île de Gorée. Oui, ça crée le mémoire. Voilà, donc on a travaillé avec la fondation d'Aper sur la rénovation, la requalification d'une petite place de marché qui s'appelle la place du marché des jeunes filles. Donc c'est le designer sénégalais Bibi Sek qui a conçu des sortes de micro-architecture qui accueillent ces activités. C'est un très beau projet. Ensuite, on a travaillé à Carthage aussi, avec l'association Zeta, qui a réaménagé tout le parc Edi Chaker à Carthage. Donc ils ont refait des cheminements, les plantations, tout l'équipement mobilier de ce parc. Et puis on avait aussi un projet, mais qui n'est pas allé jusqu'au bout avec la ville de Dakar, sur l'aménagement d'un skatepark. Bon, finalement, il s'est fait après que notre programme Liaisons urbaines se soit arrêté. Moi, je suis très content qu'ils aient réussi à le faire, parce que c'est vraiment un site et un projet très intéressant. Mais l'idée de Liaisons urbaines, c'était justement de pouvoir investir différents types d'espaces pour montrer que finalement, dans l'Afrique, ou les Afriques contemporaines, il y a toujours moyen finalement d'agir, on va dire pour le plus grand nombre, en concevant des espaces qui sont relativement économes en termes de budget, facile à entretenir, facile à concevoir, et puis surtout qui apporte qualité d'usage aux habitants. D'accord. Voilà. Oui. En fait, il y a une dernière question, mais après, elle est très ouverte. Quel est pour toi aujourd'hui donc l'avenir de l'espace public en Afrique? Mais je vais spécifier un peu plus l'Afrique subsaharienne. Donc je parle d'Afrique subsaharienne, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, qui sont des pays beaucoup en devenir, avec une croissance urbaine exponentielle. Parce que quand on prend l'exemple du Maroc, la Tunisie, la croissance urbaine, elle n'est pas la même qu'au Togo, qu'au Cameroun, qu'au Nigeria, même en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, Tanzanie et consorts, Kenya. Quel est le regard que tu portes par rapport
à ce pays spécifiquement, à ce pays de croissance urbaine très très forte. Est-ce que tu as une leçon particulière à nous donner par rapport à ça? Oui, si je regarde par exemple au Bénin, Oui. donc avec la gouvernance Talon qui a duré 10 ans, Oui. il y a eu des gros projets d'infrastructure urbaine. Bon, certains ont par exemple réussi à réduire fortement l'impact des inondations, Oui. en tout cas la survenue d'inondations à Cotonou, puisque Cotonou c'est une ville qui est construite au niveau de la mer, en fait, qui n'a pas d'altitude. Donc finalement, quand il y a des pluies assez fortes, la ville était très rapidement inondée. Donc il y a eu tout un travail de collecteur, tout un équipement du réseau, en tout cas de gestion des eaux urbaines qui a été mis en place, et ça fonctionne. Il y a aussi autre chose qui s'est passé, c'est qu'avant, Cotonou et Porto Novo, c'est des villes où il y avait une forte présence sur les trottoirs et dans des espaces, on va dire, ouverts, de petits vendeurs, de petits commerces, tout ça. Donc très rapidement, ça a été réduit par la puissance publique. Moi, j'étais assez critique de ça parce que je sais que les personnes qui vendent sur la voie publique ou dans des espaces publics ont une nécessité, sont dans des situations d'urgence économique. Donc, pour elles, ce sont des opportunités qui leur permettent de rencontrer des clients, tout simplement. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, je me suis demandé comment ces gens allaient faire. Et pour moi, le fait de vouloir une ville pacifiée, ou qui se rapproche de standards européens, ça n'implique pas forcément de défaire les pratiques locales. D'accord. Donc pour moi, par exemple, ce qui a été fait au niveau des aménagements liés à la gestion des eaux, j'ai trouvé ça très très bien, parce que ça permet de faire profiter un maximum de la population de ces bienfaits, parce que ça réduit aussi le palu, etc. Il y a plein d'effets intéressants au niveau sanitaire, économique, tout ça. Par contre, la question de l'utilisation des espaces publics, je trouve que dans les grandes villes africaines, elle est encore vue sous un angle un peu punitif. Merci beaucoup. Conversation entre deux portes. Nous étions avec Franck Ndegla. À très bientôt.